Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau webinaire que vous propose le CTICM, le Centre technique et industriel de la construction métallique. Le but aujourd'hui, c'est qu'une fois ce webinaire terminé, eh bien, vous sachiez tout sur le silo, les gros, les petits, les circulaires, les silos attirants, les monoblocs, leurs particularités de construction, les points de vigilance également. Euh, c'est d'ailleurs un webinaire qui sert de teasing, on peut le dire, à un guide, un livre blanc que le CTICM publiera au printemps, à fin avril. Et qui de mieux pour parler de silo aujourd'hui que les co-rédacteurs et rédactrices de ce livre blanc, de ce guide du CTICM. J'ai donc à mes côtés Anna Beum. Bonjour, vous êtes référente CTICM, notamment animatrice du groupe de travail européen sur les Eurocodes 341, je prends mes antisèches, et membre du groupe de travail européen sur les actions silo, l'Eurocode 1.4. Également à nos côtés, Isabelle Garnier et Mickaël Leguével. Bonjour, vous êtes respectivement co-gérante et chef de projet au sein de CERCA. Vous nous parlerez notamment des silos monoblocs. Et puis, Vincent Midi, vous êtes directeur général d'Eurograin. Avec vous, on parlera silo gros volume, on va dire ça comme ça. Petit et gros. Petit et gros, voilà, pas de discrimination, mais attirant. Par contre, c'est ça? Sans ou avec. Sans ou avec. Carré. Ben voilà, comme ça. Carré, pale planche ou rectangulaire. Eh ben Voilà. parfait, comme ça, on saura vraiment tout. Anna, la parole est à vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus peut-être sur ce guide qui est prévu fin avril? Alors, ce guide, en fait, pardon. Ce guide, c'est juste le premier tome de toute une liste de tomes qui sont prévus à l'avenir. Cette partie-là, c'est un guide disons de culture générale qui fait quand même plus que 350 pages. Vous n'allez pas trouver de calcul de structure dedans, mais surtout des explications de phénomènes. C'est un guide qui se veut ludique, c'est peut-être un peu ambitieux, mais qui se veut explicatif et très illustratif. Donc vous avez des photos, des illustrations pour expliquer les phénomènes qui tournent autour des silos métalliques. Donc c'est une mise en bouche, une grosse mise en bouche, on peut le dire, pour après aller plus loin avec les autres Tout tomes à qui fait. sont prévus. Donc c'est bien sûr destiné aux personnes qui font des silos de tous les jours. Donc même les personnes qui font ça régulièrement, ils vont encore apprendre les choses. Mais ça peut être aussi intéressant pour des étudiants de structure tout court, parce qu'on peut apprendre avec les silos beaucoup de choses sur d'autres types de silos aussi, d'autres types de structures aussi. Alors je le disais, ce webinaire est donc une avant-première, un teasing de ce guide. C'est quoi un silo, Anna, qu'on sache quand même de quoi on parle. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser en direct sur le chat. Nos experts se feront un plaisir d'y répondre à la fin du webinaire. Alors, ce webinaire, je vais vous faire un extrait du guide, de ce que vous trouvez dans le guide, les points les plus importants. Un silo, c'est quoi? Déjà, c'est un contenant qui est destiné à stocker ou à transvaser des matières en vrac, qui sont plus ou moins granulaires. Donc, c'est toute matière solide qu'on peut verser. Ça peut être du ciment, du sucre, des pommes de terre, des pellets de bois, des pellets de plastique, du charbon, des poudres de charbon. Donc vraiment tout produit agricole, industriel qu'on peut imaginer. Ce qui est très important, c'est de le distinguer par rapport à un réservoir qui, lui, contient des liquides. Donc de l'eau, du pétrole, toutes sortes de produits chimiques, mais liquides. Ça, c'est traité ou stocké dans les réservoirs et les comportements sont très, très différents. La structure d'un silo, il peut être en acier, bien sûr, mais aussi en inox, aluminium. Il y a des silos en béton armé, béton précontraint, bois, ou pour des petits volumes aussi en plastique renforcé de fibres. Donc il y a toute matière de structure qui peut être utilisée en fonction de ce qu'on va en faire. Des tailles de silos qu'on trouve, ça commence à moins d'un mètre cube, mais ça peut aller jusqu'à 150 000 mètres cubes, avec des diamètres ou hauteurs qui s'approchent de 50 voire 60 mètres.
Donc les images que vous avez là, le premier à gauche, ça doit être 4 mètres cubes à peu près. Donc c'est des petits contenants que vous trouvez sur des fermes, des exploitations agricoles. L'illustration, deuxième image, ça c'est des tailles de silos, on peut dire standards. Donc on trouve dans les silos circulaires ou rectangulaires aussi. Donc là, par rapport à la petite figure en bas, c'est des tailles de 15 mètres x 15 mètres jusqu'à 30 mètres, 30 mètres. Donc ça, c'est des tailles totalement courants. Troisième image, la photo du silo circulaire. On peut voir un peu avec l'escalier qui monte la taille. Donc là, ce silo-là, il a 80 000 tonnes de sucre. Donc de sucre blanc, comme celui qu'on achète au supermarché. Lui, il a un diamètre de 51 mètres et une hauteur de presque 65 mètres. Ça, c'est un silo métallique à double paroi. Et la dernière photo à droite, ça, c'est le silo le plus haut au monde. Il se trouve dans la ville de Zurich. Il fait 118 mètres de haut. Il est quasiment au centre-ville. Donc là, vous voyez comme ordre de grandeur le pont ferroviaire qui passe derrière. Là, on stocke 60 000 tonnes de blé dans 45 cellules carrées qui ont un côté de 3,60 mètres. Les formes de silos sont aussi variées que l'utilisation. Déjà, les silos circulaires qui peuvent être en parois isotropes en tôle lisse. Donc ça, c'est la première photo en eau. Là, les diamètres vont normalement pas beaucoup au-delà de quelques mètres. Puis la famille des silos à parois tôle ondulée qu'on voit à droite en eau. C'est un système très très classique qu'on trouve aussi aux États-Unis. Là, on peut trouver toutes sortes de tailles, de petits diamètres jusqu'à 50 mètres de diamètre et de hauteur aussi. Puis les silos rectangulaires, on peut avoir des parois lisses, mais raides. On trouve beaucoup aussi des parois en tôle trapézoïdale. Dans les deux cas, c'est la nécessité pour résister à la pression de la matière ensilée qui pousse vers l'extérieur, pour maintenir la forme rectangulaire. Il faut une certaine inertie pour résister à ça. Puis il a la famille des silos rectangulaires à tôle trapézoïdale avec tirant. Donc ça, c'est la photo en bas au milieu. Alors, on aura plus de détails tout à l'heure par Monsieur Midi. Et puis, il y a aussi d'autres formes qui sont un peu plus exotiques et plus rares. Ce qu'on voit à droite en bas, là, on a une forme hexagonale, hein, une forme de nid d'abeille. À ma connaissance, c'est le seul silo métallique de ce type au monde. Bien sûr, chaque type de silo nécessite un savoir-faire spécifique. Qu'on sait faire des silos circulaires à tôle lisse n'est pas du tout la même chose que de faire des silos rectangulaires à tôle ondulée, par exemple. Et chaque type de silo est plus ou moins adapté aussi à une certaine utilisation. Vous n'allez pas utiliser le même silo pour de la farine ou pour du sable ou pour du ciment. L'utilisation du silo, comme j'ai déjà dit, ça dépend beaucoup de ce qu'on veut en faire. Là, j'ai l'exemple d'une coopérative agricole où, première image en eau, vous avez le remplissage. Donc, il y a le camion qui arrive, qui verse le blé ou les céréales dans la fosse de réception. Les céréales sont montées dans la tour de manutention, puis avec le convoyeur distribué dans les cellules de stockage. On verse généralement le produit juste simplement par le haut et ça tombe dans la cellule. Il y a des cas où on a besoin de protéger le produit parce qu'on ne veut pas qu'il s'écrase ou qu'il casse en tombant. Donc là, il y a des dispositifs très spécifiques dont je ne vais pas en parler plus aujourd'hui. Ensuite, la vidange, on fait un peu le chemin inverse. On vide le silo généralement par le bas, parce que c'est le plus simple de tirer le bouchon et vider par voie gravitaire.
Le produit passe sur le convoyeur dans la galerie de reprise en bas. Donc ça, c'est l'illustration du bas. On remonte dans la tour de manutention pour pouvoir verser les céréales dans le boisseau de chargement, qui lui est une sorte de tampon entre un camion et un autre pour transporter les céréales à la prochaine étape. Donc à cet exemple, le silo doit être adapté à l'utilisation prévue et la structure du silo doit être adaptée et bien sûr résister aux actions qui lui sont imposées. Donc les actions sur un silo. Bien sûr, comme pour toute structure, vous avez, on peut dire les charges de base, vous avez le poids propre de la structure, vous avez des charges permanentes d'installation en toit, charges d'exploitation, par exemple des convoyeurs, des personnes, aussi des vibrations de machines qui peuvent être classées dans cette catégorie. Vous avez bien sûr les actions climatiques. Donc la neige, ça peut être un sujet pour les silos si vous avez des grandes toitures, mais c'est quand même pour la cellule elle-même rarement dimensionnant. Si on ne dimensionne pas correctement au vent, par exemple, vous avez un exemple à droite. Les deux photos de droite, ça c'est ce qui peut arriver à un silo circulaire à tôle ondulée qui n'est pas correctement dimensionné. Vous voyez les grandes déformations. Et aussi, pour un silo vide sous l'action du vent, on a des efforts de traction aux ancrages qui peuvent être énormes. Et ce qu'on voit à droite, c'est en fait la plaquette qui tient la tige d'ancrage qui s'est complètement déboutonnée de la platine en bas. L'explosion, c'est un autre grand sujet auquel il faut penser. Je ne vais pas aller dans le détail plus que ça aujourd'hui. Ce qu'on voit sur la photo à gauche, ça c'est le silo à Strasbourg. Je crois que c'était en 2018 où cette explosion a eu lieu. Waterbourg. Lauterbourg. Qu'est-ce qui peut provoquer une explosion dans un silo? Il faut une matière qui est explosive, donc une matière combustible en forme de poudre généralement. Il faut de l'air et une étincelle, quelque chose qui déclenche l'incendie. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive Ça arrive, Okay. ça arrive. Normalement, on devrait l'éviter par une exploitation qui prend compte de ce risque. Okay. Qu'on installe correctement les installations électriques, qu'on ne fait pas des soudures sans prévoir le danger d'incendie, d'explosion, etc. D'autres actions aussi spectaculaires, des pressions internes. Donc là, j'ai un exemple, la photo à gauche. Ce qui s'est passé ici, on voit un petit peu le silo de gauche, le fond s'est effondré. Ce qui a fait que la matière est tombée et a fait une dépression interne dans la partie haute. Et ça fait que le silo, comme une canette, s'est écrasé sur elle-même. J'allais dire l'effet tube de dentifrice, mais vous avez raison, ça fait comme une canette. C'est comme une canette qui s'écrase. Okay. Un autre cas un peu spectaculaire de tassement d'appui, c'est à droite. Bon, ça date de 1913, c'était aux États-Unis. C'était une époque où on n'était pas encore très conscient du fait qu'il faut s'occuper du sol aussi. Donc ce silo, il s'est, je pense, au premier remplissage, tassé dans le sous-sol. Et ce qui est intéressant, ils ont creusé du côté haut, ce qu'on voit sur la photo. Ils ont réussi à redresser le silo. Il a encore servi pendant des décennies correctement, sans problème. D'autres actions qui peuvent apparaître, le choc. Donc là, ça concerne notamment les structures supports des boisseaux de chargement, comme on a vu pour l'utilisation tout à l'heure. S'il y a des camions qui circulent et qui circulent beaucoup, il faut protéger la structure support du boisseau de chargement d'un choc potentiel. Le séisme, c'est un grand sujet complexe. Et en température, on peut bien sûr avoir les températures climatiques, mais aussi éventuellement des questions de matières ensilées chaudes. Donc dans les cimenteries, par exemple, vous pouvez avoir des matières qui arrivent chaud dans la cellule. Vous avez des gradients de température différentes entre le
la matière froide qui est déjà dedans, la matière chaude qui arrive. C'est des choses qui sont à prendre en compte. Et la dernière action, l'action principale dans les silos, bien sûr, la matière ensilée. La matière ensilée. J'ai déjà dit un peu au début, la matière ensilée, c'est une matière en vrac, donc ce n'est ni un solide ni un liquide. Le comportement de ces trois types de matières, d'objets sont très, très différents. Si on imagine un solide, un bloc solide entier, il passe son poids propre uniquement via la pression sur le fond. Donc un bloc solide, il peut être posé par terre avec un récipient ou non. Ça ne va rien changer à la transmission de son poids propre au sol. Par contre, on peut imaginer un cas un peu spécifique, c'est la première illustration au milieu, que ce bloc solide est dans un contenant qui l'emprisonne. Et là, le poids propre est transmis via les parois du contenant au sol. Vous allez voir tout à l'heure, c'est un point à retenir pour la suite. Pour un liquide, bon, vous enlevez le contenant et il s'étale sur une grande surface. Une matière en vrac, on peut la verser comme un liquide, mais elle se met dans une position conique avec en fonction de son angle de frottement interne. Donc, vous prenez aussi un récipient avec une matière en vrac, vous l'enlevez, vous vous retrouvez avec un cône. Les matières en vrac, faut un peu faire attention. Généralement, le cas le plus simple, c'est de parler de particules bien distinctes qui n'ont pas de lien particulier entre eux. Il y a aussi des produits cohésifs. Donc cohésif, ça veut dire que des particules s'attachent entre eux sous une contrainte. Donc l'argile, par exemple, ça existe des briques non cuites. Donc il suffit de prendre cette matière poudreuse, mettre sous compression et on obtient un solide. Dans un silo, on imagine bien que ça peut être plutôt embêtant. Des poudres, ça c'est des matières particulières, mais avec des particules très très fines. Donc là, si on peut avoir des problèmes que l'air interstitiel commence à jouer un rôle sur le comportement, ou même des efforts électrostatiques entre les particules qui ont un effet sur le comportement. Puis, il faut penser à des formes de particules particulières. Donc, si vous imaginez des copeaux de bois qui sont, par exemple, plats et longs et qui s'accrochent bien entre eux, ils ne vont pas se comporter de la même manière que du sable ou du blé. Et une dernière famille un peu plus complexe, c'est par exemple du lisier et de l'ensilage, donc des matières qui sont quelque part entre un liquide et un solide. Qui sont cette famille-là qui est d'ailleurs pas traitée dans l'Eurocode. Pour prendre l'action de la matière ensilée en compte sur une structure, on utilise des composantes de pression. On distingue trois différentes directions. La pression horizontale sur la paroi, la pression verticale sur le fond et le frottement sur la paroi. La direction, le choix de ces trois composantes, c'est uniquement pour des questions pratiques pour la structure, parce que c'est pratique d'utiliser des pressions horizontales sur la paroi et parallèles à la paroi. C'est pourquoi pour les trémies, quand il y a une inclinaison, on utilise plutôt les pressions orthogonales à la paroi, donc pas horizontales mais orthogonales, et les frottements qui sont parallèles à la paroi, en direction vers le bas. Ce qu'on voit sur l'illustration en bas, la courbe de pression,
là encore la différence entre un liquide et une matière granulaire. Pour un liquide, la pression augmente de manière linéaire vers le bas. La pression horizontale sur la paroi est identique à la pression verticale sur le fond et il n'y a pas de frottement sur la paroi. Pour une matière granulaire, on voit la courbe qui va vers une valeur limite. Et c'est important à tenir en tête si on regarde un peu plus près. À droite, vous avez deux silos qui ont le même diamètre, mais pas la même hauteur. Les courbes à droite, c'est les trois courbes des trois composantes, donc la pression horizontale, la pression verticale sur le fond et la pression et le frottement sur la paroi. Les trois vont vers une valeur limite. Donc si on imagine si on regarde le silo orange, vous voyez que la pression sur le fond est quasiment la même que pour le silo bleu, qui est pourtant 2 fois plus grand, donc il y a un poids ensilé qui est 2 fois plus grand, et la pression sur le fond est quasiment identique. Donc le poids du silo avec l'élancement, donc la hauteur par rapport au diamètre qui augmente, doit passer ailleurs que sur la pression sur le fond. Et c'est ça le frottement. Le frottement c'est la matière qui s'appuie latéralement sur la paroi et le poids de la matière est transmis dans la paroi vers le bas. Cet effet, ça s'appelle l'effet silo. Donc plus que le silo est long et élancé, plus que l'effet silo joue, et plus qu'on se trouve proche de la valeur limite des pressions. Donc pour illustrer un peu plus l'effet du frottement, donc le frottement, la courbe grise, elle va vers une valeur limite, mais ce frottement est transmis au fur et à mesure sur la paroi. Et donc on obtient dans la paroi un effort normal de compression verticale qui, elle, donne une courbe différente, c'est la courbe rouge. Donc, c'est le frottement qui est cumulé sur la hauteur pour arriver à la fin en bas. Et en construction métallique, qui dit compression, tient tout de suite l'oreille, compression, instabilité, on a des questions à se poser. Je fais un petit point encore sur les termes de remplissage-vidange. J'en ai parlé tout à l'heure d'un point de vue exploitation plutôt. D'un point de vue réglementaire pour le calcul des actions et de la structure, on utilise le terme au remplissage aussi pour la durée de stockage. Donc la situation après à la fin du remplissage, quand le silo est plein et compris dans le terme au remplissage. Ces actions sont relativement bien connues depuis 150 ans à peu près. Donc là, on a des formules bien établies, on sait très bien comment ça se passe, à condition de bien connaître la matière ensilée, bien sûr. Ensuite, à la vidange, ce terme-là décrit le moment où où toute la matière dans le volume commence à sentir le processus de vidange. Donc à partir du moment où on tire le bouchon et tout le volume a déjà senti qu'il y a quelque chose qui se passe en bas, mais où le silo est encore raisonnablement plein. Et toutes les étapes suivantes après la vidange, où il y en a un niveau intermédiaire, est réputé couvert par cette vidange initiale. Pour la vidange, on a toujours aujourd'hui le problème que les phénomènes sont très 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 mal connus. On ne sait pas ce qui se passe précisément à l'intérieur de la matière. Les essais donnent des pics de contrainte qui peuvent être le double de ce qu'on trouve au remplissage, mais sur des zones très localisées, très courtes.
Il n'y a pas de théorie ou de précision, d'informations précises sur ça. Donc, en absence de plus d'informations, on est un peu contraint dans les normes de calcul d'utiliser des coefficients un peu forfaitaires pour majorer ce qu'on utilise en action au remplissage. Un point important à savoir aussi que les actions à la vidange, en tout cas dans le Rock'n, ne comprennent pas de phénomène dynamique. On entend ça toujours aujourd'hui souvent que les augmentations de contraintes ou de pression à la vidange sont dues à des phénomènes dynamiques. Ce n'est pas le cas. Des phénomènes dynamiques, ce serait par exemple autre chose, un effondrement de voûte ou si vous imaginez des paquets de matière qui sont coulés sur les parois et qui tombent. Mais une vidange qui se passe correctement n'engendre pas de phénomène dynamique. Les illustrations en bas, bon, ça donne les 3 cas d'école de comment une vidange peut se passer. L'écoulement en masse avec toute la matière en mouvement, un écoulement cheminée où la matière en mouvement se trouve dans une cheminée au milieu et à gauche et à droite les zones mortes où la matière n'est pas tout de suite en mouvement, et l'écoulement mixte qui est quelque part entre les deux. Ensuite, le comportement de la structure sous l'action de la matière oscillée. Ça dépend bien sûr de la forme de la structure. Je donne les grandes lignes pour les différents types de structures de base. La pression horizontale dans un silo circulaire est globalement transmise par un effort de traction circonférentielle. Donc vous avez le phénomène de ballon de baudruche, vous mettez une pression à l'intérieur, ça s'agrandit un peu et ça passe en traction dans la paroi. Donc pour les silos circulaires métalliques, c'est très bien parce que l'acier travaille très très bien en traction. On n'a pas trop des questions particulièrement compliquées à se poser. Il faut faire un peu attention aux droits de points géométriques où il y a des points durs. Donc à droite, vous voyez le point dur de la toiture, là où il y a quelque chose qui géométriquement empêche la déformation naturelle du silo, où là on peut avoir des flexions localisées supplémentaires. La pression horizontale dans les silos rectangulaires, bon, tout le monde qui fait la charpente sait ce qui se passe si on met une poutre ou un élément en flexion. À gauche et les deux images à gauche, vous avez donc un cadre sous une pression interne, à gauche avec les angles articulés, ensuite avec les angles... à gauche avec les angles encastrés et ensuite avec les angles articulés, avec l'incidence que ça a sur la déformation et sur les moments fléchissants. Là, la longueur de côté, c'est souvent autour de 3 mètres, quelque chose comme ça, comme ordre de grandeur. La troisième illustration, là, on change d'échelle. Donc là, les côtés des triangles, c'est de l'ordre de 2,50 m, 3 mètres. C'est le cas de silos rectangulaires à tirant. Donc si on veut passer au-delà d'une certaine longueur de paroi, on ne peut plus, avec un investissement de matière raisonnable, maintenir le rectangle en forme rectangulaire. Donc on peut rajouter des tirants qui donnent des formes de moments fléchissants un peu plus particulières, comme on va en bas. Et à droite, c'est justement à un endroit où à l'intérieur du silo il y a un tirant. Vous avez un moment relativement important à cet endroit. Et ce qu'on a vu là, que la paroi n'a pas été correctement dimensionnée à ce moment. Il y a eu un voilement local de la semelle comprimée de la paroi.
Ensuite, la deuxième composante, le frottement. On a déjà dit, ça donne un effort normal de compression verticale dans la paroi. Qui dit compression dit problème d'instabilité. Et pour les coques, c'est encore bien plus un problème que pour les barres ou les plaques qu'on connaît habituellement dans la construction métallique. Donc ça, c'est l'effet de la canette de coca où on pose le pied. Ça tient jusqu'à un certain point et puis ça s'effondre. L'illustration à gauche, ça vous donne une idée de la faible épaisseur de silo classique. À gauche, le R sur T égale 400, donc rayon divisé par l'épaisseur. C'est un silo tout à fait classique, ça peut aller bien au-delà. Et en orange, le R sur T égale 40, là c'est un œuf de poule. Donc vous voyez la différence de épaisseur et la faible épaisseur, la finesse de tôle qu'on utilise pour les silos. Et puis la contrainte ou la pression verticale, bon ça c'est la troisième composante qui est utilisée pour dimensionner les fonds, la pression sur le fond, ou aussi c'est la donnée d'entrée pour les pressions, pour le calcul des pressions dans une trémie. Et c'est nécessaire aussi pour calculer les actions sur les tirants. Les types de silos métalliques, on a déjà vu certains. Une grande famille, c'est les silos circulaires en tôle ondulée. Donc là, c'est, du point de vue ingénieur, c'est très agréable parce que, en fait, on sépare globalement les différentes composantes. On attribue à chaque partie de la structure une mission de reprendre une composante d'action. Donc c'est les montants qui reprennent le frottement sur la paroi en compression et les tôles ondulées qui reprennent en traction la pression horizontale sur les parois. C'est des silos qui sont en très grande partie boulonnés. Donc c'est livré sur site en éléments simples qu'on peut transporter simplement et qui sont assemblés avec beaucoup de boulons. Donc vous voyez sur la photo de droite les différents joints. Les joints horizontaux boulonnés entre viroles. Une virole, c'est une tranche horizontale de silo. Les joints verticaux boulonnés pour la continuité du virole, donc les tôles qui ont une largeur de à peu près 3 mètres souvent, qui sont boulonnés ensemble. Et ce type de silos, ils peuvent avoir des diamètres de quelques mètres jusqu'à 50 mètres de diamètre. La photo de gauche, c'est un silo qui a une hauteur de 20 mètres et un diamètre de 28 mètres. Est-ce qu'il y a d'autres formes de silos puisque je vois que l'heure avance? Oui. Alors, les silos rectangulaires ou polygonaux sans tirant, là, Cerca et Eurograin vont tous les deux nous en parler. Les silos circulaires en tôle isotrope, à gauche, pareil, ça c'est Cerca qui va nous en parler. À droite, c'est un cas un peu moins typique, avec un diamètre plus important. Et puis des silos rectangulaires à tirant, paroi pale-planche avec tirant. À gauche, on voit un silo en construction. Là, c'est Eurograin qui va nous en parler plus aussi. Merci beaucoup Anna. Vous l'avez donc compris, il y a pléthore de silos possibles. Nous avons avec nous deux experts industriels qui vont pouvoir nous présenter leurs activités et leurs particularités. On commence avec vous, Cerca, et vous, Isabelle Garnier, je vous en prie. Le micro est à vous. Parlez-nous de votre entreprise et de ce que vous réalisez au sein de Cerca. Vous êtes basé en Bretagne, hein, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc en fait, je suis la co-gérante de la société Cerca avec mon frère David Garnier depuis 2007. Donc nous sommes une chaudronnerie industrielle basée à Loudéac, comme vous dites tout à l'heure, en Côte d'Armor, en Bretagne. Et nous allons fêter nos 45 ans cette année. Eh bien, joyeux anniversaire. Merci. Donc au fil des années, on s'est spécialisé dans le silo.
on, comment, on conçoit, on fabrique et on monte les silos en fait. Actuellement, nous comptons une trentaine de collaborateurs. Alors là, c'est pas marqué, mais en fait, le gros effectif, ce sont des chaudronniers chez nous. Oui, ce qui est en bleu, Voilà, c'est bleu ça. plus clair, le plus Tout majoritaire. à Ok. fait. Alors c'est comme nous faisons du monobloc, donc nous fabriquons et après nous montons chez les clients. Nous passons beaucoup de temps quand même à la fabrication. C'est du sur-mesure, forcément. Voilà, tout à fait. Donc, nous sortons de nos ateliers entre 150 et 200 silos par an. Nous faisons un chiffre d'affaires entre 4 et 6 millions par an aussi. Et donc, nous sortons de nos fabrications des silos de toute capacité, qui peut aller jusqu'à 800 mètres cubes. Euh, donc, à l'atelier, nous avons une capacité de produire des silos d'un diamètre de 5 mètres et d'une longueur de 18 mètres. On peut faire plus grand, mais là, du coup, on fabrique les éléments à l'atelier et on les monte chez le client. Et ça représente à peu près 500 tonnes d'acier par an, avec une grosse 80% à peu près d'acier et 20% d'inox. Alors notre savoir-faire, bien sûr, notre principale activité, ce sont les silos. Nous faisons plusieurs formes de silos, principalement des ronds, des carrés. Donc les monoblocs que nous fabriquons dans notre atelier peuvent aller jusqu'à 250 mètres cubes. Au-delà, comme je disais tout à l'heure, ils sont fabriqués en éléments et donc ils sont montés sur place chez les clients. Nous faisons aussi des supports et des portiques adaptés au volume et au poids des silos. Et bien sûr, nous faisons aussi des produits de serrurerie pour les accès et la sécurité des silos. Donc ce sont les passerelles d'accès, les échelles à crinoline, intérieur, extérieur du silo. Voilà. Donc, je peux passer la parole à mon Mickaël collègue. Béguerel, exactement, qui travaille chez Cerca. Vous êtes chargé d'affaires, c'est ça? C'est ça, plutôt sur la partie technique, on va dire, des Ouais. silos. Voilà, donc nous on est plutôt spécialisé, comme on disait, dans le monobloc. On fait une petite partie d'éléments boulonnés quand on nous le demande parce qu'on en fait c'est un des désavantages du silo monobloc, c'est qu'on est limité en volume. Voilà. Notamment à cause de la logistique, parce qu'il faut aller amener ensuite tout l'ensemble des silos chez les clients. Voilà, donc bon, il y a des avantages, des inconvénients en fonction des fabrications de silos. Nous, on s'est orienté principalement donc sur du monobloc. Voilà, ça nous permet d'avoir une gestion complète pratiquement de la fabrication à l'atelier, moins de contraintes chantier, on va dire. Et voilà. Après, on s'est basé sur du lisse, silo lisse intérieur. Ça permet d'avoir des produits un peu plus difficiles à extraire que certains autres types de silos. Donc voilà, on s'est spécifié sur ça. Après, il y a d'autres personnes qui se sont spécifiées sur autre chose. Voilà. Donc nous, les silos monoblocs, voilà, les gros avantages, c'est l'étanchéité parce qu'on sort quelque chose qui est totalement fini, totalement soudé directement dans nos ateliers. On arrive sur site. Et le gros avantage, bon, les chantiers aujourd'hui, il faut que tous les chantiers aillent de plus en plus vite. Voilà, les choses à peine signées, il faut que ça soit quasiment en utilisation. Donc nous, on fait beaucoup de travail masqué sur les chantiers. On fabrique chez nous et on peut monter une dizaine de silos par jour pratiquement. Donc pour les clients, c'est quand même aussi un avantage. Quel est le temps global entre le moment où on vous dit, bon, j'aimerais un silo et le moment où vous le mettez justement sur le chantier? C'est très variable, ça dépend des projets. Quand c'est des petits projets où c'est qu'un petit silo à adapter, on va dire, ça peut ça peut aller assez vite. Après, quand on fait des usines neuves, il n'y a pas que la contrainte du silo, il y a aussi la contrainte génie civil, bâtiment et toute l'administration française avec ses lois. Donc, on s'adapte. Après, ça peut vraiment aller d'un mois à 6 mois après, Ok. en fonction des quantités aussi, quoi. Voilà, donc ouais, vraiment l'avantage pour nous, c'est le temps de montage sur site. Et puis voilà. Donc les silos en éléments, ça reste quand même pour nous comparé à d'autres. On fait quand même des tôles lisses intérieures. On fait tout ce qui est assemblage extérieur silo. Donc
tout ce qui est boulonnerie n'est pas dans le silo, donc on peut quand même avoir des produits assez compliqués à extraire là-dedans. Mais bon, voilà, c'est l'étanchéité, voilà, ça reste du boulonné, donc on fait avec. Donc je vais un peu vous expliquer comment on procède, on va dire, chez nous à la Cerca pour créer un projet global, justement, puisqu'on fait du 100% sur mesure. On fait 0 silo identique, malgré que ça reste un contenant, ça reste un bidon, comme certains disent. Il y a pas du tout de projet similaire, c'est à chaque fois, il y a la petite chose qui change. Donc voilà, donc on commence, on va dire, les projets avec la préétude, bon, un peu comme tous les chantiers, mais voilà, on va essayer de relever le besoin du client dans un premier temps. Et ensuite, on passe à la modélisation en parallèle un peu avec le dimensionnement que Anna a beaucoup parlé avant. Tout ça, c'est un peu lié parce qu'on est obligé de modéliser un peu en fonction des contraintes des clients, en fonction des espaces, en fonction de ce qu'il y a besoin en dessous les silos, au-dessus les silos, alimenter, extraire. Donc on est obligé de s'adapter à un environnement, on va dire, client, de son besoin. Mais en parallèle, on est obligé d'adapter, de faire le dimensionnement avec les notes de calcul pour que ça soit quelque chose de résistant dans le temps et rigide. Et du coup, bah, on est obligé de jongler un peu sur les deux avec les contraintes clients et les contraintes structurelles, on va dire. Une fois qu'on a fait la partie là, qui est plutôt la partie masquée, parce qu'il n'y a rien qui sort pour l'instant, il n'y a pas de fabrication, ça reste que de l'étude, mais qui prend beaucoup de temps. Mais une fois que tout ça c'est fait, bah, on fait une mise en plan, on fait voilà, ce que tout le monde connaît, et on lance la fabrication. Voilà. Et après, donc, chez nous, à la Cerca, donc à l'UDEAC, on a notre atelier de fabrication. Donc, on fabrique vraiment tout chez nous. Voilà, donc quelques photos de notre atelier, justement, où on fabrique des silos. Donc on voit un peu sur les photos de gauche, on commence par les parties qui prennent un peu le plus de temps sur les silos, où il y a vraiment les parties chaudronnées, c'est-à-dire les cônes qu'on voit dans les deux photos en haut à gauche, et les chapeaux de silos, donc les toits de silos qu'on voit sur les deux photos en bas à gauche également. Et une fois que ces parties les plus longues à faire, donc on a plusieurs postes de chaudronnerie et on peut en fabriquer plusieurs parallèlement. Et après, on a une tour d'assemblage, donc celle qui est au milieu là, où on peut rouler nos tôles avant, sur des rouleuses bien sûr, hein. Et ensuite, dans notre tour d'assemblage de 18 mètres et 5 mètres, comme l'a dit Isabelle tout à l'heure, on préassemble nos silos en monobloc. Donc on n'en est que sur du pointage. Et ensuite, une fois que le silo est bien fabriqué, on le remet à l'horizontale, comme sur les photos de soudure, et on soude les silos sur des vireurs. Les silos tournent et puis les soudeurs soudent le silo, extérieur, intérieur, si besoin. Et comme on fait du 100% fabrication chez nous jusqu'à la livraison, on a aussi une cabine de peinture qui peut accueillir les silos de grandes dimensions avec tout ce qui est aspiration, normes, etc., etc. Et donc, une fois que le silo est fabriqué, il faut aller le poser pour les clients. Et donc, voilà. Donc, chez nous, on peut aussi les stocker avant la pose parce que, comme on a dit tout à l'heure, on peut en poser beaucoup en pas longtemps. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on en fabrique le maximum possible suivant les projets et qu'on arrive pour les poser tous en même temps. Donc voilà, après on fait les chargements avec des transports exceptionnels, hein, voilà. C'est l'inconvénient un peu de ces silos monoblocs, c'est qu'il faut des transports exceptionnels pour les livrer chez les clients. Voilà, ensuite on fait la partie montage, grutage, mise en place. Voilà, il y a quelques photos d'illustration. Ça, c'est les techniciens qui sont sur site, propres à la Cerca également, qui ont l'habitude de faire toutes ces manœuvres. Voilà. Et ensuite, donc, une fois qu'on a juste posé le silo avec la grue, le boulot n'est pas non plus terminé. Il y a tout ce qui est réglage ensuite, parce que il y a la grue, il faut poser, voilà, il y a tout ce qui est réglage avec les cotes déterminées avant, pendant les préétudes. Et comme les silos, on peut les voir sur les photos du bas là, on pose des silos, on les règle. Et après, forcément, le temps que tout se mette autour, le bardage, la charpente, le bardage, les silos, ils sont à l'extérieur, donc ils s'abîment un peu. Donc, une fois que le chantier il est fini, on refait une finition aussi pour que le client a quelque chose de propre et terminé. Voilà. Et donc, pourquoi nous, on a choisi du monobloc et des petits contenants, entre guillemets, on va dire, ça nous permet d'avoir
un secteur d'activité assez large. Donc on travaille dans beaucoup de secteurs d'activité. Donc l'alimentation animale dans les usines d'aliments, on sait pratiquement faire tous les silos qu'on peut voir dans les usines. Voilà, on peut aller, vu qu'on fait que du vrac, comme disait Anna tout à l'heure, et pas de liquide, donc on peut aller dans tout ce qui est stockage vrac finalement, hein. Après, chaque spécificité a ses études différentes, mais on peut le stocker. Donc voilà, on fait du ciment, on va aussi un peu dans les carrières, dans les minoteries, où pareil, on peut faire tous les silos d'un process de minoterie où ça fabrique les farines. Voilà, et puis toute autre industrie également, la semence, voilà, les algues, le cosmétique, le cacao, le pellet, voilà, on peut faire un peu tout type de stockage. Voilà, donc pour notre partie, on a fait le tour. Voilà, je vais passer Et la merci, télé, quoi. merci Voilà. beaucoup, Mickaël. J'aurais évidemment des questions à vous poser, mais j'attends la présentation avec impatience, la présentation de Vincent Midi, directeur général d'Eurogreen. On était sur le monobloc, là on part sur une autre technologie, Vincent, c'est ça? Tout à fait. Alors, l'entreprise Eurogrin, on est une société. Alors, j'ai une page qui n'a rien. Voilà. L'entreprise Eurogrin, c'est une société qui, effectivement, est spécialisée dans un type de silo un peu différent, puisque notre métier, ce sont les silos qu'Anna appelle rectangulaires, et que nous appelons dans notre métier carré, même si, effectivement, le carré n'est qu'un rectangle particulier. C'est le jargon. Eurogrin construit des silos carrés depuis 1967. Et ce qui fait la particularité de nos silos, c'est la méthode de construction, et on appelle d'ailleurs nos silos également silos pale-planche, parce que ce que vous décriviez comme étant la virole sur un silo rond, et que nous appelons module sur des silos carrés, en fait est formé de tôles d'acier qui sont pliées selon un format trapézoïdal, et on retrouve effectivement les mêmes montants que ceux qu'on pouvait avoir sur les silos ronds. La particularité d'Eurogreen, c'est qu'en France, nous sommes constructeurs, et donc nous n'intervenons en général que pour la construction des éléments de structure, hein. Donc ça peut être les cellules qui constituent le silo, aussi bien que les tours de manutention ou d'autres bâtiments connexes. Mais Eurogreen peut également intervenir, et elle le fait depuis plus d'une vingtaine d'années, à l'export, dans une configuration qui fait d'Eurogreen un intégrateur, c'est-à-dire qu'on est capable non seulement de construire les bâtiments, mais également d'y intégrer les différents lots techniques. Ça peut être aussi bien l'électricité que la manutention en particulier, qui est un poste important dans un silo, ou bien encore la peinture, enfin tous les éléments en fait qui font que le silo à la fin est fonctionnel. Bon. Depuis les années 2000, Eurogreen, qui était historiquement un fabricant de silos, s'est également tourné un peu élargi son domaine d'activité, puisqu'on construit désormais des minoteries entières. On a notamment en ce moment un chantier de minoterie qui est en cours sur un port africain en Sierra Leone, et on a un deuxième chantier qui va démarrer au mois de mars. Donc c'est vraiment devenu une activité récurrente chez Eurogreen que de construire des minoteries entières. Donc comme je le disais tout à l'heure, notre spécificité c'est le silo rectangulaire ou carré, pale planche. On voit en fond ce que c'est qu'une pale planche. Donc je vous expliquais les modules pliés selon un format trapézoïdal, avec un angle qu'on va faire varier en fonction de la résistance attendue, et puis des poteaux qui sont généralement constitués du PN et de profil H qui vont permettre de reprendre les efforts verticaux de frottement que décrivait Anna tout à l'heure. Alors les avantages d'un silo rectangulaire pale planche, d'un silo rectangulaire de manière générale, c'est que comme on le voit sur la coupe qui apparaît à gauche, où on voit un silo, je vous expliquerai ce que c'est plus tard, mais un silo à fond plat, on s'aperçoit que les cellules qui constituent le silo sont parfaitement mitoyennes, ce qui permet notamment d'avoir des lignes de transporteurs à bande ou à chaîne qui sont communs à deux rangées de silos, et ça permet par rapport à des silos qui sont par exemple des silos circulaires, ça permet de réduire le nombre d'équipements de manutention. Ça permet également, parce qu'on n'a pas besoin de circuler entre les cellules, d'économiser de la place au sol, parce que comme on le voit, un silo carré
ça prend moins de surface qu'un silo rond et on peut économiser jusqu'à 30% de surface sur une implantation, en particulier quand on atteint des gros volumes. Et puis c'est également des travaux qui sont réduits puisqu'on est capable on voit par exemple la galerie de reprise qui apparaît, alors j'ai pas de pointeur, mais qui apparaît au centre des 2 cellules et en bas. On s'aperçoit que sur des silos à fond plat par exemple, la galerie de reprise peut être en très grande partie hors sol, ce qui évite évidemment de creuser profond et d'avoir davantage de travaux de terrassement et de génie civil. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les grands avantages des silos rectangulaires. Alors, je disais que j'allais expliquer un petit peu ce que sont que les silos à fond plat. Alors les silos à fond plat, comme on le voit à droite, ce sont des silos qui sont posés sur un fond qui est plat ou légèrement penté. Ce sont des silos qui permettent qui nécessitent d'avoir un système de ventilation vidange qui permet de vidanger la cellule en fait, on commence par vidanger de manière gravitaire et quand on arrive en fin de vidange, on va constater qu'il reste ce qu'on appelle un talus résiduel qui ne se vidange pas tout seul, puisque, comme le montrait encore une fois Anna, quand on met du grain, il forme un cône, et voilà, et ce cône-là, on ne peut pas l'évacuer par simple gravité. Et donc, on est obligé de mettre en place sur ces silos des dispositifs de vidange à l'aide d'insufflation d'air qui permettent de mettre en mouvement le grain et d'évacuer jusqu'à 80 tonnes par heure, enfin en moyenne 80 tonnes par heure sur le talus résiduel. Ce qui caractérise également ces silos, et ça vaut pour les autres types de silos que je vais présenter par la suite, c'est que les couvertures de ces silos peuvent être étanches ou non, ce qui peut avoir des incidences en termes de dimensionnement, notamment parce qu'un silo étanche, il faut prévoir, dans le cas d'une explosion, il faut prévoir le fait que la toiture s'envole et que le silo reste debout, c'est préférable. Donc ça demande des dimensionnements un peu particuliers. Alors qu'un silo qui est ouvert, on a moins de risque d'explosion déjà parce que on a une ventilation plus importante, donc moins d'accumulation de poussière en suspension, et donc on réduit les risques, même si on ne les supprime pas complètement. Et évidemment, on a des problématiques de dimensionnement qui sont un petit peu différentes. Alors, le deuxième grand type de silo carré, ça va être du silo, ce qu'on appelle à fond penté. Ça fait partie, un petit peu comme les silos sur trémie, des catégories de silos qui sont vidangeables entièrement par gravité, à la différence des silos à fond plat que j'ai présenté précédemment. La vidange est intégrée. Les fonds pentés peuvent être, comme on le voit sur la photo, en charpente métallique. Ils peuvent être également en béton. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait venir intégrer des cellules pales planches sur sur une structure béton qui forme les fonds pentés. Et on retrouve au centre des fonds pentés des trémies plus petites que celles qu'on va trouver sur des silos sur trémie pour pouvoir vidanger correctement les silos. Le troisième grand type de silo, si on parle de configuration, c'est donc les silos sur trémie. Alors la grande différence qu'on va avoir par rapport à des silos ronds, c'est que nos trémies ne sont pas simplement des cônes, ce sont des trémies qui doivent transformer un carré très souvent en rond, même si parfois on a des évacuations qui se font sur des brides carrées, mais on a évidemment des formes qui demandent des transformations de carré en rond, c'est un peu particulier, et on rentre un petit peu comme sur les silos à fond penté, sur la catégorie des silos qui se vidangent gravitairement intégralement. Voilà. Au-delà des différents types de configurations, il y a aussi différents types d'applications. Alors Eurograin, comme son nom l'indique, travaille essentiellement dans des métiers qui sont liés aux céréales ou au grain. Donc on a évidemment une forte appétence liée, enfin une forte, je veux dire, on est très lié à tout ce qui concerne les récoltes. Donc le premier type de silo qu'on va rencontrer dans nos applications, ce sont les silos de collecte. Les silos de collecte dont la taille va dépendre essentiellement de la surface à collecter. Et puis voilà. Ce qui va différencier en fait ces silos de collecte des autres types de silos, c'est surtout le nombre de rotations, parce qu'un silo de collecte, en gros, on va avoir une rotation par an qui peut s'étaler en fonction des récoltes, des types de récoltes qui sont stockées, mais on aura une rotation par an. Et on va avoir par contre à côté de cela des silos portuaires qui vont souvent être plus grands, puisqu'on a
on va récolter du grain qui vient de plusieurs silos de collecte. On va avoir en plus des rotations beaucoup plus importantes, avec des débits de vidange de nos silos qui vont être aussi très importants, puisqu'il faut qu'on arrive à ne pas immobiliser trop longtemps les bateaux qui vont venir charger. Donc c'est des problématiques un petit peu différentes. Un silo de collecte, c'est souvent alimenté, ou ça alimente souvent des camions, donc les débits de vidange sont nécessaires, sont plus faibles. Et puis on a l'agro-industrie. Alors, dans l'agro-industrie, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec tout ce qui va être la minoterie, au sens large, hein. Ça peut être la minoterie au sens strict, ça peut être la maïserie, ça peut être la semoulerie, et on peut également être amené à stocker d'autres types de produits qui ne sont plus des céréales, mais notamment du café ou du cacao. Ce qu'on voit par exemple ici, c'est une maïserie en bas à gauche, et puis à côté on voit les cellules d'un moulin qui ont la particularité d'être intégrées dans un moulin qui est en béton, parce que là aussi on peut travailler sur des structures béton ou charpente métallique. En conclusion, Eurograin, enfin les silos pale-planche plutôt sont des silos qui offrent une assez grande compacité, qui nécessitent évidemment beaucoup plus de travaux de montage sur chantier que des silos monoblocs. Donc si on revient un petit peu sur les nombres, le personnel ou les personnes nécessaires à l'exécution de nos projets, on a grosso modo à peu près autant de monde dans les ateliers que sur les chantiers. Et en ce moment, entre notre chantier de Sierra Leone et un autre qui se déroule près de Clermont-Ferrand, on a à peu près une 60aine de personnes sur le terrain. Et habituellement, on a une 20aine de personnes dans nos ateliers. Voilà. Mais ce sont des silos qui sont compacts, qui sont simples, puisqu'on réduit notamment le recours à la manutention, et donc on fait baisser mécaniquement les coûts d'exploitation. Ce sont des silos qui sont fiables et qui ont une durée de vie assez longue, puisque des silos bien entretenus en pale-planche peuvent durer sans difficulté 50 ans. Donc ce sont des silos qui sont appelés... on parle aujourd'hui de l'économie des ressources naturelles, donc ce sont des silos qui sont appelés à durer, et puis ce sont des silos qu'on peut faire vivre et qu'on peut faire évoluer au fil du temps. Voilà, donc ça c'est des choses qui sont assez importantes, et qu'apportent les silos pale-planche. Je ne vais pas parler des capacités, mais la taille maximum d'une cellule, ça peut aller jusqu'à 6000 m3, 4500 tonnes à peu près. Ok, donc c'est des gros volumes. Très gros volumes. Et alors, bon, on le voyait sur une de nos diapos, on fait des gros volumes, mais comme en général on fournit des projets clés en main, on fait aussi les boisseaux qui servent notamment aux camions. Donc quand on fait un gros silo, souvent on a un petit boisseau à côté. Voilà. Vous parliez beaucoup de produits agroalimentaires. Quid des produits issus de l'agriculture bio? Est-ce que ça nécessite une compétence particulière pour vos silos? Merci de me le rappeler, c'est vrai que... C'est mon job. Oui, bah écoutez, quand je reviens juste là, donc on parlait des différents types de silos, puis effectivement, depuis quelques années, on parle beaucoup de culture bio, et effectivement, c'est un autre type de contrainte qu'on peut trouver sur des silos qui sont destinés à stocker du bio. C'est que on a le droit de recourir ni à des antifongiques, la fonction première d'un silo, c'est de préserver le grain, c'est de le stocker, mais surtout de le préserver. Donc il faut permettre au grain d'atteindre des conditions de température et d'humidité qui sont incompatibles avec le développement des moisissures, des champignons, des insectes nuisibles. Et effectivement, les mécanismes parfois de contrôle par des insecticides ne sont pas compatibles avec le bio. Donc il faut absolument contrôler de manière très fine ces paramètres. Et ça appelle par exemple des contraintes d'isolation thermique des silos qu'on ne rencontrait pas auparavant et qui sont aujourd'hui requises sur les silos bio. Voilà. Merci beaucoup Vincent. Une question que je vais vous poser à tous les deux, Serca et Eurograin. Est-ce que vous vérifiez vos silos avant d'aller les installer? Si oui, comment on fait? Parce que j'imagine que, question bête, mais si les codes sont mauvaises et que vous vous retrouvez le jour J avec un silo qui va pas fonctionner avec le bâtiment, comment on fait, quoi? Alors nous, comme on le construit sur place, on a peu de choses à vérifier avant que ça parte. Mais en général, on a des équipes chantier qui sont entraînées à parer à toute éventualité si jamais des choses ne sont pas tout à fait comme prévu. C'est les aléas du chantier. Et alors du coup, quand on est en version préfabriquée, fabriquée en atelier? La préétude, comme j'expliquais, avec les différentes contraintes est hyper importante parce qu'effectivement, ça passe à...
Quand on rentre dans des structures, il y a des petits jeux de 2-3 cm entre chaque silo et effectivement, il faut tout vérifier les codes de plan et être sûr que ça s'imbrique comme sur le plan. Voilà. Merci beaucoup. J'ai une dernière question et c'est peut-être à vous, Anna, qu'elle est destinée. On a compris, il y a un guide qui arrive à la fin du mois d'avril sur ces silos, un guide du CTICM. Est-ce que c'est pertinent encore aujourd'hui de publier un guide à l'heure où tout le monde va sur Internet et va chercher sa réponse grâce à l'IA? Oui, alors avec les informations qu'on trouve avec l'intelligence artificielle, il faut être très très prudent, surtout plus que pour d'autres sujets encore, avec les silos, parce qu'il y a très peu d'informations fiables disponibles, et donc l'IA qui se nourrit avec ce qui est disponible. On peut s'amuser à poser des questions, les réponses donnent n'importe quoi. Donc, il faut vraiment se méfier de chercher des informations sur l'intelligence artificielle. Ça peut être très utile pour trouver des sources, mais faut jamais, surtout pour les silos, se méfier à une réponse que donne l'IA. Et ben voilà, comme ça vous avez votre réponse. L'IA ne remplacera pas l'intelligence humaine, la Cerca, Eurograin et bien évidemment le CTICM. Merci beaucoup à tous les quatre, merci à vous de nous avoir suivis. Vous retrouvez ce webinaire et tous les autres sur le blog Métal et Tech et puis on se donne rendez-vous pour d'autres webinaires du CTICM. À très vite.